Thibaut, tu as perdu la vue à l'âge de 14 ans. Conséquence d'un rétinoblastome, un cancer infantile de la rétine. Peux-tu nous parler très brièvement de ta jeunesse et des traitements que tu as eus à l'époque? Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à 2 ans, donc j'ai eu une tumeur à l'œil gauche. À ce moment-là, bon, on l'a réalisé un peu tard, donc on a quand même essayé de faire de la radiothérapie histoire de sauver l'œil, ça n'a pas marché, donc on l'a enlevé. Ça, c'était, donc j'avais 2 ans. Après, j'ai fait une récidive dans l'œil droit, donc j'avais 5 et des poussières. À partir de là, donc de 5 à 14 ans, on a fait tous les traitements possibles. Donc, il y avait de la protonthérapie, où on envoyait directement des protons sur la tumeur. Il y avait de la cryothérapie, où on essayait de geler la tumeur à des températures assez extrêmes. On aussi essayé la plaque radioactive. Et au final, en fait, bon, j'avais une forme assez unique, ça s'appelle la forme infiltrative. Donc, c'est 1% des enfants touchés par le rétinoblastome ont cette forme-là. En fait, ça consiste elle revient à chaque fois. Et du coup, à 14 ans, donc à 13 ans, j'ai développé un œdème à cause d'un effet secondaire. Ça m'a fait perdre la vue donc de 95% à 10-15%. Et à 14 ans, c'était juste plus possible, donc en fait, on a enlevé l'œil. Et depuis, j'ai une vision relativement limitée, quoi. Quels sont aujourd'hui, grâce à la recherche, les traitements qui sont dispensés aux enfants atteints de ce même rétinoblastome? Alors, le traitement donc, qui est utilisé aujourd'hui, donc, il était déjà en voie de développement quand moi j'ai perdu la vue. Ce qui se passe en fait, donc, c'est une chimio qu'ils injectent directement dans la tumeur dans l'œil, donc ils injectent le liquide dans l'artère qui irrigue l'œil. À partir de là, ça va attaquer directement la tumeur. Alors, ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'au niveau de toxicité, les effets sont minimes parce que c'est une dose vraiment spécifique pour l'œil, donc ça se dilue en fait avec le flux sanguin dans le reste du corps. Par rapport à si on injectait une chimio directement via le bras, où là, il faudrait mettre une dose probablement 10 fois plus forte. Au cas où la tumeur, ça peut propager dans l'œil, il y a moyen aussi de l'injecter directement dans le vitré. Ça, évidemment, ça traitera la tumeur dans cette zone-là, mais il faut de toute façon traiter à la source, donc sur la rétine. Et grâce à cette méthode, ils arrivent les statistiques, c'était 90% des enfants donc, qui sont atteints du rétinoblastome arrivent à garder leur œil. Maintenant, en ce qui concerne la vision, c'est variable, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de regarder maintenant. Donc, comment conserver l'œil et garder une vision assez haute. Et ça, au final, c'est vrai que ce cancer, ça touche 6% des enfants atteints de cancer. Ça représente plus ou moins un enfant sur 16. Donc, c'est assez énorme, et donc il y a énormément de recherches qui sont faites à ce niveau-là. Bien, Thibaut. Cet handicap, comme on peut voir, n'a pas entamé ta joie de vivre ni ton ambition. Tu as fait McGill au Canada et tu as été le premier non-voyant à être diplômé de cette brillante université. Alors voilà, oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de cette période et comment ça s'est passé pour toi? Alors, je suis de loin pas le premier aveugle qui a gradué de l'université. J'étais le premier à faire management, enfin les études de commerce. Ils en avaient eu énormément en droit, sciences politiques, relations internationales, toutes ces autres facultés. Les 4 années, c'était incroyable, beaucoup trop court, et puis c'est vrai que l'approche anglo-saxonne vis-à-vis du handicap est bien différente d'ici. Les gens ont moins de problèmes, ils sont moins mal à l'aise vis-à-vis de, en l'occurrence, la cécité dans mon cas. Et donc du coup, on est beaucoup mieux intégrés, et ils posent beaucoup moins la question de est-ce qu'on arrive à faire ce genre de choses. Ils se disent, on part du principe qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on cherche une solution. Donc c'était vraiment génial. Et puis bon, j'avais ma chienne Fiona qui a beaucoup aidé. Étant donné que les hivers ils sont passablement froids, il y a quand même pas mal de neige, c'était impossible pour moi de me déplacer seul avec la canne. Donc Fiona m'a guidé toutes ces années, elle a énormément travaillé pendant 4 ans. Ce qui est la raison d'ailleurs pour laquelle elle est montée sur le podium au moment de la graduation. Et puis depuis, elle profite de la retraite et voilà. C'est dommage qu'elle n'est pas ici ce soir. Thibaut, tu as un autre projet maintenant extraordinaire. C'est celui de participer aux Paralympiques de ski en Corée en 2018. Est-ce que tu peux nous en parler? Où en es-tu? Alors, donc là, on vient de finir la première saison d'entraînement. C'est terminé il y a
La saison de ski s'est terminée à 3 semaines avec les championnats suisses. On a réussi, donc avec ma cousine Anouchka, à faire une médaille d'argent dans le classement suisse pour les aveugles et malvoyants. À partir de là, maintenant, il faut qu'on... maintenant, ça devient relativement intense. C'est-à-dire que là, il faut qu'on arrive, donc on va s'entraîner tout cet été pour préparer la saison prochaine. Donc l'idée, c'est vraiment pour la deuxième saison de faire entre 120-150 jours de ski entre mi-juillet et fin mars. Et dans l'idéal, 150 à 200 jours de sport dans toute l'année. Ça veut dire aussi une vingtaine de courses. Mais après, voilà, on a un site internet qui est en train de se faire, normalement, qui devrait arriver probablement en début de semaine prochaine, on espère. L'adresse c'est www.tetf-2018.ch et puis en fait là-dessus il y aura toutes les newsletters, il y aura toutes les nouvelles pour au final permettre aux gens de suivre l'avancement du projet. Et après l'idéal c'est d'arriver en 2018 aux Jeux Paralympiques. Alors quels sont tes besoins pour réaliser ce défi? Alors les besoins, évidemment on est toujours à la recherche de sponsors. Évidemment, le projet, ça demande beaucoup de sous. Donc à partir de là, oui, on a besoin d'aide financièrement, donc on est toujours en train de chercher là-dessus. Souvent, ce qu'on fait en échange des sponsoring, c'est qu'on donne des présentations. Donc, quand je dis on, c'est Anouchka, donc ma cousine, Anouchka Trancard, Claire Terraillon qui rentre du Canada en juin et qui va être ma guide principale pour ce projet. Et moi, donc tous les trois, on donne des présentations donc, sur tous les aspects team building, avec l'intégration des personnes avec handicap, également tous les préjugés, comment enlever tous les préjugés que les gens peuvent avoir vis-à-vis, en l'occurrence la cécité. Donc justement, en échange du sponsoring, du soutien, nous, on donne des présentations de ce genre-là. Et donc voilà. Il y a encore un grand applaudissement.